vous vous retrouvez dans l'ombre d'une majestueuse cathédrale par une fraîche matinée de l'Angleterre médiévale. Nous sommes en 1236 et la lumière du soleil filtre à travers les vitraux, projetant des motifs arc-en-ciel sur les sols de pierre froid. L'air est chargé d'encens et les prières murmurées des nobles rassemblés pour ce qui devrait être le jour le plus joyeux de la vie d'une jeune femme. Mais si vous observez attentivement la mariée debout devant l'autel, vous remarquerez quelque chose qui vous glace le sang. Ses mains tremblent, non pas d'excitation, mais de pure terreur. Il s'agit d'Héléna de Provence, âgée de 13 ans. L'homme à côté d'elle, le roi Henri III d'Angleterre, a 28 ans et est un parfait inconnu. Elle ne lui avait jamais adressé la parole avant aujourd'hui, n'avait jamais vu son visage jusqu'à cet instant précis où il lève son voile. Son enfance s'est terminée au moment où son père a signé le contrat de mariage. Et maintenant, elle se tient là, sachant que dans quelques heures, elle affrontera quelque chose qui la terrifiera davantage que n'importe quel champ de bataille ou épidémie. Sa nuit de noces. Il ne s'agit pas du conte de fées aseptisé des films Disney ou des drames romantiques d'époque. Il s'agit de la dure réalité du mariage royal médiéval, où des filles de 13 ans étaient vendues comme du bétail à des hommes assez âgés pour être leur père. Où les moments les plus intimes de la vie d'une femme devenaient des spectacles publics, et où les nuits de noces n'étaient pas des célébrations d'amour, mais des rituels d'initiation traumatisants qui pouvaient littéralement vous tuer. Bienvenue dans l'histoire vraie qui explique pourquoi les reines médiévales craignaient leur nuit de noces plus que la mort elle-même. Ce ne sont pas seulement des récits de mariées nerveuses et frileuses. Ce sont des histoires de terreur systématique, d'enfants contraints à des situations d'adultes qu'ils ne comprenaient pas, de jeunes femmes qui comprenaient que leur nuit de noces pourrait être la dernière où elles se sentiraient en sécurité. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. La première chose à comprendre à propos des mariages royaux médiévaux est qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec l'amour. Il ne s'agissait pas d'union romantique entre des partenaires consentants qui s'étaient choisis. Il s'agissait de transactions commerciales, d'alliances politiques et d'arrangements matrimoniaux où les sentiments de la mariée étaient non seulement sans importance, mais aussi dangereuses pour les familles concernées. Imaginez la réalité. Vous êtes une fille noble, âgée de 10 ou 11 ans, jouant à la poupée ou apprenant à broder lorsque votre père vous convoque dans ses appartements. Il ne vous demande ni votre avis ni votre consentement. Il vous informe simplement que vous êtes promise à un homme que vous n'avez jamais rencontré, dans un pays que vous n'avez jamais vu, pour des raisons que vous êtes trop jeune pour comprendre. Votre enfance est officiellement terminée et vous n'y pouvez rien. Margaret Bowen a appris cette leçon à l'âge de 6 ans, lorsqu'elle a été fiancée à John Deol, fils du duc de Suffolk. À 9 ans, la situation politique a changé et elle a été promise à Edmund Tudor. Elle n'a eu son mot à dire sur aucun des deux arrangements. Sa valeur ne se mesurait pas à son intelligence, sa gentillesse ou ses rêves d'avenir. Sa valeur se mesurait aux terres qu'elle hériterait, aux alliances que son mariage pourrait conclure et, surtout, aux enfants qu'elle pourrait avoir. L'impact psychologique de ce système est indéniable. Ces filles ont grandi en sachant que leur corps ne leur appartenait pas, que leur avenir était décidé par des hommes dans des châteaux lointains et qu'un jour, elles seraient livrées à un parfait inconnu qui détiendrait le pouvoir absolu. Elles vivaient dans une angoisse constante, ignorant quand la convocation arriverait, ni quel genre d'homme elle serait contrainte d'épouser. Mais ce mariage arrangé n'était que le début du cauchemar. La véritable horreur commença avec ce qu'on appelait la cérémonie du coucher. Une tradition médiévale si invasive et traumatisante qu'elle serait considérée comme une torture selon les normes modernes. Il ne s'agissait pas d'un moment privé entre jeunes mariés. Il s'agissait d'un spectacle public où l'acte le plus intime du mariage devenait un divertissement communautaire. Voici comment cela fonctionnait. Après le festin nuptial, les mariés étaient escortés jusqu'à leur chambre par une foule d'invités. Familles, amis, nobles et parfois de parfaits inconnus envahissaient la salle, lançant des plaisanteries grossières et prodiguant des conseils non sollicités,
tandis que le couple terrifié était contraint de se déshabiller devant tout le monde. Les invités jetaient leurs vêtements dans la pièce, faisaient des commentaires déplacés sur le corps de la mariée et créaient une atmosphère de cirque sexuel qui transformait ce qui aurait dû être un moment privé en une représentation publique dégradante. Pour les couples royaux, la cérémonie du coucher était encore plus invasive. Ces mariages étant des alliances politiques valant fortune et royaume, la présence de témoins était indispensable pour garantir la consommation du mariage. Dans certains cas, les invités restaient dans la pièce pendant l'acte sexuel, observant derrière les rideaux ou se tenant au pied du lit pour vérifier que l'acte avait bien été accompli. La virginité de la mariée, sa douleur, sa peur, ses larmes. Tout cela est devenu public. Imaginez avoir 13 ans, déjà terrifié par l'homme étrange que vous avez été forcé d'épouser, et être sous le regard de dizaines d'adultes tandis qu'on vous dénude et vous prépare à ce que vous savez être une expérience douloureuse et effrayante. Le traumatisme psychologique de ce rituel à lui seul aurait été dévastateur pour ces jeunes filles, mais il était considéré comme normal, voire nécessaire pour garantir la validité des mariages royaux. Les témoins n'étaient pas là par cruauté, même si les faits étaient assurément cruels. Ils étaient là parce que les épouses vierges étaient des atouts politiques, et leur déflation devait être vérifiée pour éviter de futurs litiges d'héritage ou de légitimité. Si une reine ne pouvait pas engendrer d'héritier, ou si la paternité d'un enfant était remise en question, les témoins de la cérémonie du coucher pouvaient attester que le mariage avait été consommé en bonne et due forme. Le traumatisme de la mariée n'était qu'un dommage collatéral dans un système qui privilégiait la stabilité politique au détriment de la dignité humaine. Mais l'aspect le plus terrifiant des nuits de noces royales médiévales n'était peut-être pas l'humiliation publique ni l'intimité forcée avec des inconnus. C'était l'âge des mariées elles-mêmes. Il ne s'agissait pas de femmes mûres prenant des décisions éclairées sur leur sexualité. Il s'agissait d'enfants, certains âgés de 8 ou 9 ans seulement, plongés dans des situations d'adultes qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni accepter. La plus jeune reine de l'histoire anglaise était Isabelle d'Evala, mariée au roi Richard II à seulement 8 ans. 8 ans. Imaginez aujourd'hui une fillette de 8 ans se faire annoncer qu'elle va épouser un homme adulte et partager son lit. L'idée même serait considérée comme monstrueuse. Pourtant, pour la royauté médiévale, c'était une pratique courante. Aliénor de Provence avait 13 ans lorsqu'elle épousa Henri III. Marguerite d'Annonjus avait 15 ans lorsqu'elle épousa Henri V-6. Anne de Bohême avait également 15 ans lorsqu'elle devint la première épouse de Richard II. Ces cas n'étaient pas exceptionnels, mais la norme. La valeur politique de ces jeunes filles était si grande que les familles ne pouvaient se permettre d'attendre qu'elles soient prêtes émotionnellement ou physiquement au mariage. La réalité médicale rend la situation encore plus terrifiante. Au Moyen Âge, les filles atteignaient généralement leurs premières règles vers 16 ans, et non 12 ou 13 ans aujourd'hui. Cela signifie que nombre de ces jeunes mariées étaient mariées et espéraient avoir des héritiers avant même que leur corps ne soit capable de concevoir. Mais cela n'empêchait pas leurs maris de tenter leur chance, souvent avec des conséquences désastreuses. Le cas de Margaret Bower illustre l'horreur absolue qui attendait ces jeunes reines. À 12 ans, elle épousa Edmund Tudor, un homme de 24 ans son aîné. La coutume voulait que les jeunes mariés attendent d'avoir atteint la maturité physique avant de consommer leur mariage. Mais Edmund ne pouvait attendre. Il voulait accéder à l'héritage de Margaret et avait besoin d'un héritier pour garantir ses droits sur ses terres. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être qualifié que de viol systématique. Edmund Tudor, un homme adulte, agressa à plusieurs reprises sa femme de 12 ans jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Les écrits de Margaret, plus tard dans sa vie, révèlent le traumatisme de cette expérience, décrivant des nuits blanches, une peur constante et la rage impuissante d'un enfant pris au piège du cauchemar d'un adulte. Lorsqu'Edmond mourut de la peste, moins d'un an plus tard, il laissa derrière lui une veuve de 13 ans, enceinte de son enfant. Marguerite était encore une enfant lorsqu'elle commença à accoucher, et l'accouchement faillit la tuer. Son confesseur décrivit plus tard comme un miracle qu'une si petite personne ait pu donner naissance. Le traumatisme de cette naissance fut si profond que, malgré 2 mariages ultérieurs, Marguerite n'eut plus jamais d'enfant. Son corps avait été définitivement endommagé par une grossesse qu'il n'était pas prêt à gérer. L'expérience de Margaret n'était pas unique.
C'était le résultat prévisible d'un système qui traitait les jeunes filles comme des reproducteurs plutôt que comme des êtres humains. Ces reines enfants abordaient leur nuit de noces en sachant qu'elles risquaient d'être violées, qu'elles pourraient être contraintes d'avoir des enfants avant que leur corps ne soit prêt, et qu'elles pourraient mourir au cours de cette grossesse. Leur crainte n'était pas une anxiété irrationnelle. Il s'agissait d'une évaluation réaliste des dangers auxquels elles étaient confrontées. Mais le traumatisme physique n'était qu'une partie de l'horreur. L'impact psychologique de ces mariages arrangés a donné naissance à une génération de reines vivant dans une peur constante, ignorant à quel moment leur mari pourrait devenir violent. N'ayant jamais personne en qui elles pouvaient avoir confiance ou vers qui se tourner pour obtenir de l'aide, elles étaient isolées dans des tribunaux étrangers, entourées d'inconnus qui les considéraient comme des atouts politiques plutôt que comme des êtres humains. Le système était conçu pour briser ces filles, pour les transformer d'enfants indépendants en épouses dociles capables de donner naissance à des héritiers sans se poser de questions ni se plaindre. La nuit de noces n'était que le début d'une vie d'oppression systématique qui allait les priver de leur identité, de leur autonomie et souvent de leur volonté de vivre. En approfondissant ces histoires oubliées, nous découvrirons que les peurs des reines médiévales ne se résumaient pas à une seule nuit de terreur. Elles voulaient comprendre que leur nuit de noces marquait le début d'une vie où elles n'auraient plus jamais le contrôle de leur corps, de leur choix ni de leur destin. La véritable horreur ne résidait pas seulement dans la chambre. Elle résidait dans ce qui suivit. Au matin, après cette première nuit traumatisante, ces jeunes reines découvrirent que leur cauchemar était loin d'être terminé. La nuit de noces ne fut pas un incident isolé et terrifiant, mais le premier acte d'un drame qui durera toute une vie, où chaque aube apportait de nouvelles raisons d'appréhender l'avenir. Imaginez le rituel matinal d'une reine de 13 ans qui venait de vivre sa première expérience sexuelle en public. Elle se réveillait endolorie, ensanglantée et psychologiquement brisée, avant d'être examinée par les médecins de la cour qui devaient vérifier qu'elle n'était plus vierge. Ses draps seraient inspectés à la recherche de sang. Son corps serait palpé et sondé par des inconnus, et les détails les plus intimes de son traumatisme seraient consignés dans des documents officiels pour la postérité. Mais cet examen physique n'était que le début d'un système de surveillance qui surveillerait chaque aspect de sa vie reproductive. Les reines médiévales n'étaient pas que des épouses. C'étaient des utérus ambulants dont la principale valeur résidait dans leur capacité à engendrer des héritiers mâles. Chaque mois, les fonctionnaires de la cour surveillaient leur cycle menstruel. Chaque repas était surveillé pour déceler tout signe de grossesse. Chaque instant d'intimité était envahi par des serviteurs chargés de rendre compte de la fertilité de la reine. La pression de concevoir immédiatement était écrasante. Une reine qui ne parvenait pas à concevoir un enfant au cours de sa première année de mariage risquait d'être accusée à voix basse de baronnie, de châtiment divin ou, pire encore, d'infidélité. Les alliances politiques qui avaient justifié sa nuit de noces traumatisante dépendaient de sa capacité à assurer la succession, et un échec signifiait non seulement une disgrâce personnelle, mais aussi un éventuel désaveu, l'exil ou la mort. Marguerite, qui épousa Henri V-VI à l'âge de 15 ans, endura 8 ans de mariage avant de donner enfin naissance à un héritier. 8 années de déception mensuelle, d'examen de son corps par les médecins de la cour, de spéculations murmurées sur une malédiction ou une anomalie. Lorsqu'elle donna enfin naissance à Édouard de Westminster, le soulagement fut si intense qu'elle aurait pleuré pendant des heures, non pas de joie, mais de la prise de conscience bouleversante d'avoir enfin accompli le but pour lequel elle avait été vendue. La réalité médicale de la grossesse médiévale rendait ses craintes encore plus rationnelles. Sans les connaissances médicales modernes ni les conditions sanitaires, l'accouchement était une condamnation à mort à laquelle certaines femmes survivaient. Le taux de mortalité des femmes en couche était effarant, et les médecins royaux se souciaient souvent davantage de sauver le bébé que la mère. La vie d'une reine n'avait de valeur que dans la mesure où elle pouvait engendrer des héritiers. Une fois cette fonction remplie, sa survie passait après celle de l'enfant. Héléna de Provence, qui avait tremblé devant l'autel de son mariage, donna naissance à son premier enfant à 16 ans. L'accouchement dura 3 jours et elle faillit mourir d'hémorragie. Mais quelques mois plus tard, elle était de nouveau enceinte, car la nécessité politique d'avoir plusieurs héritiers l'emportait sur toute inquiétude quant à sa guérison physique. Elle allait finalement donner naissance à 5 enfants,
chaque naissance constituant une condamnation à mort potentielle qu'elle affrontait avec la résignation stoïque de quelqu'un qui comprenait que sa vie ne lui appartenait jamais vraiment. Le coût psychologique de cette servitude reproductive est inestimable. Ces jeunes reines vivaient dans la peur constante d'une grossesse, sachant que chaque conception pouvait être la dernière. Elles développaient des superstitions complexes autour de la fertilité, priant les saints pour leur protection, portant des amulettes pour prévenir les fausses couches et se soumettant à des traitements médicaux étranges qui faisaient souvent plus de mal que de bien. Certaines reines tentèrent de prendre le contrôle de leur vie reproductive par des méthodes primitives de contraception ou de prévention des grossesses. Mais ces tentatives étaient considérées comme une trahison. Une reine qui empêchait activement une grossesse commettait une trahison envers la couronne et les alliances politiques qui dépendaient de sa fertilité. Les peines pour de tels actes allaient de l'emprisonnement à la peine capitale, selon le climat politique et le tempérament du roi. Mais l'aspect le plus accablant de leur situation était peut-être l'isolement total auquel elles étaient confrontées. Ces jeunes reines étaient généralement envoyées dans des cours étrangères où elles ne connaissaient personne, parlaient des langues différentes et n'avaient ni alliés ni protecteurs. Ils ont été coupés de leur famille, de leurs amis d'enfance et de toute personne susceptible de leur offrir un soutien émotionnel lors de leur transition traumatisante vers la vie de couple. La barrière de la langue à elle seule a ajouté une dose supplémentaire de terreur. Imaginez avoir 13 ans, déjà traumatisé par votre nuit de noces, et découvrir ensuite que vous ne pouvez communiquer avec personne autour de vous. Vous ne pouvez exprimer vos peurs, demander de l'aide, ni même comprendre ce qu'on attend de vous. Les serviteurs parlent une langue étrangère, les coutumes vous sont étrangères, et l'homme qui contrôle désormais votre vie est un étranger qui pourrait tout aussi bien venir d'une autre planète. Isabella de Valois, la reine de 8 ans, a été envoyée de France en Angleterre sans aucun de ses compagnons d'enfance. Elle était entourée de courtisans anglais qui la considéraient comme une curiosité politique plutôt que comme une enfant effrayée. Lorsqu'elle tentait de maintenir les coutumes françaises ou de parler sa langue maternelle, elle était réprimandée et forcée de s'adapter aux mœurs anglaises. Son identité, sa culture, son identité même, étaient systématiquement dépouillées et remplacées par ce que la cour anglaise jugeait approprié à sa reine. La correspondance de ces reines médiévales qui nous est parvenue révèle l'ampleur de leur désespoir. Elles évoquent un mal du pays si intense qu'il les rendait physiquement malades, des cauchemars qui les empêchaient de dormir, le sentiment constant d'être observés et jugés par des personnes qui ne se souciaient guère de leur bien-être. Leurs lettres sont remplies d'appels au secours codés, de demandes désespérées de retrouver des visages familiers et d'expressions à peine dissimulées de regrets concernant les mariages qui avaient détruit leur vie. À mesure que ces jeunes reines grandissaient, nombre d'entre eux ont développé ce que nous pourrions aujourd'hui qualifier de graves problèmes de santé mentale. Ils sont devenus repliés sur eux-mêmes, paranoïaques et profondément méfiants envers leur entourage. Certains se sont tournés vers l'extrémisme religieux, consacrant des heures à la prière ou effectuant de dangereux pèlerinages pour échapper à la tentation. D'autres sont devenus contrôlants et manipulateurs, usant du peu de pouvoir qu'ils possédaient pour rendre la vie difficile à leurs bourreaux. Les cas les plus tragiques étaient ceux de reines qui abandonnaient tout simplement. Les archives judiciaires décrivent des reines qui cessaient de manger, refusaient de parler, restaient assises immobiles pendant des heures, le regard perdu dans le vide. Il ne s'agissait pas de gestes théâtraux ni de comportements visant à attirer l'attention. Il s'agissait de ruptures psychologiques chez des jeunes femmes qui avaient subi un traumatisme plus grand que leur esprit ne pouvait en supporter. Oui, les craintes des reines médiévales lors de leur nuit de noces ne se résumaient pas à une seule nuit de terreur. Elles s'appréhendaient à comprendre que leur nuit de noces marquait le début d'une vie où elles n'auraient plus jamais le contrôle de leur corps, de leur choix ni de leur destin. Elles redoutaient leur nuit de noces parce qu'elles comprenaient intuitivement que tout ce qui faisait d'elles des êtres humains, tout ce qui faisait d'elles des individus, serait systématiquement détruit au service d'alliances politiques auxquelles elles n'avaient aucune part. Ces reines oubliées affrontaient leur nuit de noces avec le courage de soldats partant au combat, sachant qu'elles pourraient ne pas survivre à cette expérience, sachant que même si elles y survivaient, elles ne seraient plus jamais les mêmes. Leur crainte n'était pas l'excitation nerveuse des mariés modernes, mais la terreur rationnelle d'enfants qui comprenaient qu'ils allaient être sacrifiés sur l'autel de la nécessité politique. La prochaine fois que vous verrez un mariage médiéval au cinéma ou à la télévision, souvenez-vous des lanards de Provence tremblant devant son autel.
Souvenez-vous de l'accouchement traumatisant de Margaret Beaufort. Souvenez-vous d'Isabella de Vallie pleurant sa mère dans une langue que personne autour d'elle ne comprenait. Souvenez-vous que derrière chaque couronne se cachait une enfant effrayée, vendue à un système qui ne la valorisait que pour ce que son corps pouvait produire. Ces reines méritent qu'on se souvienne d'elles non seulement comme des figures politiques ou des anecdotes historiques, mais aussi comme des êtres humains qui ont surmonté des traumatismes inimaginables avec une force qui devrait tous nous inspirer. Leur crainte lors de leur nuit de noces était parfaitement justifiée. Et leur courage à les affronter nous rappelle que même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, l'esprit humain trouve le moyen de survivre.